Alors, on va commencer, on va reprendre, je vais vous parler de ces 8 années de conflit cyber, pauvre Ukraine, pauvre Russie. Franchement, j'ai de la peine pour ces deux pays. C'est des jeunes qui vont se trucider pour des intérêts supérieurs de la nation, comme d'habitude. Mais bon, j'ai dit que je ferais pas de politique. Hein. Plus sérieusement, je vais me baser sur un article de ZDNet. Hein. Si j'étais journaliste, ça se saurait. Et voilà, on va lire leur article ensemble. Je vais vous le lire. Et après, par contre, je vous parlerai de moi, ce que je sais là-dessus, ce que j'ai pu acquérir de façon empirique, tout ce que je retrace, puisque ça fait un petit moment que je m'intéresse à ces sujets. Je ne dis pas que je suis expert, loin de là. Hein, je ne suis qu'un pauvre youtubeur, vous le savez. Donc, en Ukraine, bientôt 8 ans de cyberconflit. On va parler un petit peu de cybersécurité. Je commence l'article. Les 2 derniers mois ont montré une intensification des attaques informatiques visant les services et les systèmes informatiques ukrainiens. Mais cela fait plusieurs années que le pays fait face à ce type d'incident et que les services de renseignement du pays pointent la Russie comme l'origine des attaques. Les informations de ces 2 derniers mois ont fait la part belle dyslexie aux attaques informatiques ayant visé les services ukrainiens. Depuis le début de janvier, le pays fait face à une campagne de défiguration de sites web utilisés par l'administration ukrainienne, à des attaques DDoS contre des établissements bancaires ou encore des logiciels malveillants de type Wiper, spécialisés dans la destruction de données sur les systèmes infectés. Plus récemment, on a eu le CERT, maintenant que vous connaissez, ukrainien, qui a signalé une campagne de phishing visant des comptes militaires ukrainiens, une attaque que les responsables du CERT attribuent à des acteurs biélorusses alliés de la Russie. Un terrain d'essai pour les cyberattaques les plus sophistiquées. Cette recrudescence des attaques informatiques visibles accompagne la montée des tensions diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie, montée qui s'est soldée cette semaine par une attaque des troupes russes sur le territoire ukrainien. Même si les derniers mois ont été marqués par ces attaques informatiques, cela fait plusieurs années que l'Ukraine fait face à des campagnes de déstabilisation exploitant activement les cyberattaques pour perturber les systèmes du pays. L'organisation Cyber Peace Institute, hein, une organisation non gouvernementale financée par plusieurs grands acteurs du numérique pour militer en faveur de la paix numérique, a publié un récapitulatif des différentes cyberattaques ayant visé l'Ukraine au cours des dernières années. Comme expliqué son directeur Stéphane Dugoin, il s'agit d'un conflit en cours avec un impact sur les populations civiles et il est important de suivre l'évolution des attaques informatiques, car leurs effets n'affecteront pas uniquement la population ukrainienne, elles pourraient avoir des effets de bord en dehors des frontières du pays. Depuis 2014, année qui correspond avec le mouvement Euromaïdan, CIA et la guerre du Donbass, au début des tensions entre l'Ukraine et la Russie, le pays est devenu un véritable terrain d'essai, un véritable laboratoire pour toutes les techniques d'attaque informatique ayant marqué l'actualité de ces dernières années. Vrai ou faux, en tout cas, ransomware à grande échelle, attaque sur les infrastructures industrielles critiques, perturbation des élections présidentielles, l'Ukraine est depuis plusieurs années la cible d'attaques informatiques sophistiquées et de haut niveau que le pays attribue à la Russie et à ses partisans. Alors ouais, mais bien sûr. Mais la Russie ne fait que ce qu'on fait nous. Je vous ai dit, qui a mis en place le mouvement Euromaidan? Qui a financé ces groupes néo-nazis? C'est la CIA. Alors oui, je défends pas la Russie. Juste comprenez bien qu'on est en train d'orienter le débat public sur la légitimité du conflit. Hein. Encore une fois, je vous dis, j'ai autant de peine pour le peuple russe que le peuple ukrainien. Hein, tous les deux sont pris en sandwich. Hein. C'est la métapolitique qui dirige. Mais n'oubliez pas que comme le FSB, le SVD et le GRU ont déstabilisé ces pays avant, qui a décidé de faire cette contre-insurrection comme tous les mouvements arabes d'ailleurs, hein, les printemps arabes, n'oubliez pas que les agences de renseignement occidentales étaient derrière.
arrêtez de croire qu'il y a que les Russes, les Chinois qui font ça. J'essaie de, encore une fois, je veux pas vous influencer, juste vous faire comprendre ou pas. Après, c'est à vous de décider. Hein, vous usez de votre libre arbitre, mais que c'est ambivalent. Hein. Il n'y a pas que la Russie qui fait ça. Et le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, eh ben, on a tendance à tout le temps attribuer ça à la Russie. Hein, c'est le bouc émissaire, la tête de Turc. Le problème, c'est que nous aussi, on fait ça. Hein. Et j'en reviendrai, je vais développer. Là, c'est une note de ma part. Vous avez bien compris que j'ai arrêté de lire l'article. Mais je vais vous expliquer toutes les tactiques qu'on utilise au sein de l'OTAN. Et vous verrez qu'on n'est pas très loin des techniques, des tactiques, des procédures qu'utilisent les services de renseignement russes. Ni plus ni moins. En fait, il y a pas de méchants dans l'histoire. Il y a juste deux pays qui veulent maintenir leurs intérêts, hein, économiques et militaires. Hein. Et je rappellerai que, en effet, la Russie a foutu le bordel là-dedans. C'est un acte totalement illégal, cette invasion. Par contre, je rappellerai, encore une fois, je vous l'ai dit, que les accords de Minsk n'ont pas été respectés. L'OTAN s'est étendue et on avait promis à la Russie que si elle retirait toutes euh, ces vecteurs nucléaires de l'Ukraine, à la chute de l'Union soviétique en 1991. En 91, on a signé des accords. On a dit, écoutez, retirez vos missiles, détruisez vos têtes nucléaires et on fera le nécessaire de notre côté. Le problème, c'est que l'OTAN n'a pas arrêté de se rapprocher de la Russie. Alors, je ne défends pas Poutine, je ne prends pas parti. J'observe juste que la plupart de nos médias oublient de parler de ça, ou si on en parle, c'est quelques encarts, on s'étend pas sur le sujet. Hein. Voilà. Encore une fois, j'ai du respect pour le gouvernement russe, j'ai du respect pour le gouvernement ukrainien. J'oublierai pas les exactions qui ont été faites pendant la guerre froide, le stalinisme, la guerre froide, le politburo, le communisme. Hein, ça a été des horreurs. Hein, aussi grandes et ça a fait quasiment autant de morts si on prend la Chine que le régime nazi. Donc encore une fois, je suis pas en train de défendre, je suis pas pro-russe du tout. Mais il faut comprendre aussi que la CIA, qui a déstabilisé pendant plus de 70 ans l'Amérique du Sud, notamment Allende, qui a mis en place Pinochet et tout ça, encore une fois, c'est pas mieux. Hein. La guerre froide, c'est justement cette guerre de procuration entre ce bilatéralisme, entre l'Union soviétique, le pacte de Varsovie et l'OTAN, et qui a créé des morts, hein, qui a créé des déstabilisations. On a aussi, de notre côté, si on doit parler de la Syrie, ce sont nos alliés. J'ai rien, encore une fois, contre les Américains. Hein, n'ayez pas cette vision manichéenne. Je constate, si tu connais bien un peu l'histoire, tu sais que également nos gouvernements, la France également, hein, a fait des actions hein, qui, avec le recul, peuvent être, enfin, poser des questions. Hein, encore une fois, je vous rappellerai qu'on a fait péter le Rainbow Warrior avec nos services secrets. D'accord? Est-ce que c'était justifié? Je sais pas, mais on a tué des civils, on a envoyé nos forces spéciales, des agents de la DSE pour plastiquer le Rainbow Warrior, tout ça parce que bah ouais, c'était le WikiLeaks avant l'heure, c'était des gens qui dérangeaient et on voulait faire nos tests nucléaires, ok, dans le Pacifique. Donc encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, hein. Et la plupart des gens qui travaillent pour le gouvernement vous diront mais il n'y a pas à réfléchir, c'est la raison d'État qui prime. Oui, mais en tant que citoyen, est-ce qu'on peut pas se poser des questions légitimes? Est-ce qu'on n'est pas également, nous, Français, en train de nous pousser vers une guerre qu'on ne veut pas, hein? Est-ce que vous voulez que nos militaires meurent pour les Ukrainiens? Je dis pas qu'il faut pas défendre l'Ukraine, mais finalement, on est en train de subir, encore une fois, les conséquences, et on voit que bah, la seule solution, ça reste en gros le pouvoir de l'armée. On a complètement abandonné la diplomatie.
Alors que si vous connaissez un peu l'histoire, encore une fois, la crise des missiles de Cuba en 1962, c'est grâce à la diplomatie, justement, qu'on a pu se sortir d'un faux pas, et peut-être d'une guerre thermonucléaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, maintenant, on en est aux représailles économiques. Et c'est quoi la suite? C'est quoi? Et pourquoi? Pourquoi faire? Hein? Pourquoi? Pour entraîner un conflit global, mondial? Utiliser des armes tactiques, nucléaires? Et après, c'est quoi l'escalade? C'est des armes, des missiles intercontinentaux, thermonucléaires, des missiles hyper véloces, inarrêtables? Enfin, vous voyez, là, c'est la folie. Je vous redirige vers un très bon film, si vous l'avez pas vu, de Stanley Kubrick. Hein? Pourquoi j'ai arrêté de m'en faire et j'ai commencé à aimer la bombe, hein, littéralement, c'est la traduction anglaise, c'est Doctor Strangelove, c'est Docteur Folamour. Allez voir, on est en plein dedans, allez voir Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Tout ce qui est décrit dans ce film, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Reprenons l'article. Menace sur les élections. Une première vague d'attaques a été détectée en 2014, à l'occasion des élections présidentielles dans le pays. Ces attaques visaient à perturber, modifier les résultats de l'élection. Cette campagne d'attaque s'est déroulée sur plusieurs jours et a eu recours à plusieurs méthodes pour parvenir à ses fins. Des logiciels malveillants ont été utilisés pour infecter les systèmes informatiques chargés du décompte des votes afin de modifier les résultats, et des attaques DDoS visant à bloquer leur fonctionnement ont également eu lieu. Les attaques ont été revendiquées par un groupe de militants pro-russes qui ont également publié des documents, des emails volés grâce à leurs attaques. 2 ans avant les attaques ayant visé l'élection américaine de 2016, l'Ukraine faisait donc l'expérience déjà d'attaques afin de décrédibiliser les instances démocratiques. Donc on va parler un peu de Black Energy, ça c'est important. En décembre 2015, on a une centrale électrique de l'ouest de l'Ukraine qui a été visée par un logiciel malveillant, la contraignant à stopper son fonctionnement et perturbant au passage l'alimentation électrique de la ville d'Ivano-Frankivsk. Alors, excusez-moi, c'est des noms à coucher d'oie. d'Ivano-Frankivsk. La ville d'Ivano-Frankivsk. Selon les conclusions de la société i7, qui est parvenu à l'époque à analyser les échantillons du malware utilisé, les attaques auraient visé plusieurs établissements et sociétés ukrainiennes du secteur de l'énergie afin de perturber leur fonctionnement. Selon les indications des d'I7, le logiciel Black Energy a été utilisé pour infecter les ordinateurs de la centrale électrique, puis pour installer un autre composant malveillant connu sous le nom de Killdisk qui rendait les ordinateurs de contrôle inutilisables. En même temps, Kill Disk. J'aime beaucoup. Black Energy est un logiciel malveillant identifié depuis 2007 ayant connu plusieurs versions différentes améliorant ses fonctionnalités. Ce logiciel malveillant a précédemment été identifié dans des attaques informatiques visant des administrations ukrainiennes et polonaises ainsi contre des cibles géorgiennes, quelques semaines avant le début du conflit entre la Géorgie et la Russie, selon l'analyse publiée à l'époque par la société SecureWorks. Donc on verra, j'analyserai tout ça, on verra ensemble tout ça plus tard. Attaque en série sur l'énergie. Le scénario s'est reproduit pratiquement à l'identique, exactement 1 an après cette attaque. Cette fois, les attaquants ont visé des centrales opérées par la société ukrainienne Ukrenergo et sont parvenus à perturber le fonctionnement d'une station relais alimentant cette fois-ci la capitale ukrainienne, Kiev, pendant 1 heure. Selon les conclusions d'I7, un nouveau logiciel malveillant a cette fois été à l'œuvre, qu'on appelle Indestroyer. Donc son nom parle de lui-même. Un malware spécialement conçu pour exploiter les protocoles de communication utilisés par les automates industriels des centrales électriques et qui disposaient de fonctionnalités permettant à la fois de prendre le contrôle de la distribution électrique et de détruire les fonctions de démarrage des postes de contrôle afin de rendre les opérations de réparation plus complexes. Une attaque plus sophistiquée que la précédente, bien que l'effet n'ait pas été aussi important que l'attaque qui a été menée en 2015. En juillet 2018, les services secrets ukrainiens ont annoncé avoir déjoué une nouvelle attaque.
ayant visé cette fois-ci une station de filtrage d'eau basée dans la province de Dniepropetrovsk. Cette attaque s'appuyait sur un nouveau malware qu'on appelle VPN Filter, un logiciel malveillant, modulaire, sophistiqué, doté de nombreuses capacités. Selon les autorités, l'objectif de l'attaque était de rendre cette station inopérante et de perturber l'approvisionnement en eau de tout le pays. La société Talos évoquait alors un acteur possible, acteur dit étatique derrière la conception de ce logiciel. Et la justice américaine avait estimé dans son analyse que celui-ci était contrôlé par le groupe APT-28 ou Sandworm ou Cozy Bear, un groupe connu pour travailler pour le compte des services de renseignement russes. Faux vrai ransomware. En juillet 2017, l'Ukraine fait face à une attaque d'un genre différent, dont les conséquences s'étendront bien au-delà de ses frontières. L'épidémie provoquée par le logiciel malveillant NotPetya, dont les premières infections ont rapidement été localisées en Ukraine. NotPetya se présente au premier abord comme un ransomware assez classique, mais son fonctionnement réel est celui d'un wiper, un logiciel malveillant visant à détruire les données de ses victimes. Une technique que l'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs logiciels malveillants visant les administrations ukrainiennes depuis le début de l'année. Microsoft, en effet, a identifié une approche similaire dans les logiciels malveillants ayant ciblé ses clients ukrainiens en janvier. Celle-ci semble néanmoins avoir été abandonnée dans les attaques recensées depuis le début de l'opération russe. Les premières infections par NotPetya étaient liées à une mise à jour corrompue d'un logiciel de compatibilité ukrainien, Midoc, très populaire dans le pays. Attaque de supply chain, comme je vous l'avais expliqué. Les attaquants sont parvenus à prendre le contrôle du serveur de mise à jour et à diffuser du code malveillant par ce biais dans de nombreuses entreprises. Une attaque sur la chaîne d'approvisionnement d'un genre assez nouveau pour l'époque. Le problème, c'est que Midoc était utilisé dans l'ensemble du pays. Donc, encore une fois, tout va dépendre de la surface d'attaque, mais vous voyez bien que si vous arrivez à faire une attaque par supply chain sur un logiciel qui est utilisé partout dans le pays, vous, avec une cible, vous allez quoi? Vous allez tranquillement attendre que l'attaque de supply chain s'effectue. C'est-à-dire que vous allez pousser une porte dérobée ou un virus, un malware, dans une mise à jour. Cette mise à jour va se répliquer, sur l'ensemble des systèmes, puisque tout le monde utilise ce logiciel de comptabilité ukrainien. Et vous allez, finalement quoi? Sans avoir à pirater ces milliers, ces dizaines, ces centaines, ces millions de PC, avec un PC infecté, vous laissez l'attaque se propager d'elle-même. C'est pour ça que les attaques de supply chain sont de plus en plus répandues. Donc ça, c'est ma note. Donc je continue. Outre cette technique, NotPetya disposait également des fonctionnalités de propagation automatisée via des failles de sécurité Eternal Blue. Je vous ai déjà montré comment on exploite Eternal Blue, comment c'est vraiment très trivial de l'utiliser. On a au moins une dizaine de repos sur GitHub qui vous fournissent la faille. Vous pouvez vous-même coder la faille à partir du moment où vous connaissez le vecteur d'attaque et elle est implémentée dans la plupart des serveurs de command and control. Je vous l'ai montré sous Metasploit. Donc, Shadow Broker, qui vole les outils de la NSA, ça donne deux failles majeures, Eternal Blue et Eternal Romance. Il a aussi été diffusé d'une page d'un site d'une municipalité ukrainienne, et l'impact de NotPetya est allé bien au-delà des frontières ukrainiennes, et le logiciel malveillant a fait de nombreuses victimes. Saint-Gobain, en France, l'entreprise de transport danoise Maersk et le géant pharmaceutique américain Merck. Donc je vous avais expliqué tout ça dans le livre This is how they tell me the world end. J'ai supprimé les vidéos parce que j'avais des problèmes de droit d'auteur. Et en plus, honnêtement, la qualité était médiocre. J'ai fait ça à 3 heures du matin, j'étais un peu fatigué, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc je vais terminer le bouquin, il me reste encore 200 pages et je vais essayer de vous faire une synthèse pertinente puisque c'est vrai que lire 600 pages comme ça bêtement, surtout que le livre n'a pas été traduit, je le traduis en temps réel. Honnêtement, même moi, hein, j'ai regardé mes vidéos, je me supportais pas. Hein, j'avais envie de me mettre des claques. Donc je pense qu'une bonne synthèse vaut mieux que 600 pages de blabla mal traduit. Hein. Donc voilà, je vous ferai une synthèse très bientôt, c'est promis. Donc jamais assez près hein, face à une cyberattaque. Face à ce climat de haute tension, le pays s'est donc préparé à l'attaque éventuelle informatique d'ampleur via les services de renseignement russes. Comme l'explique Politico, le gouvernement ukrainien a pris des mesures visant à transférer, supprimer les données les plus sensibles en cas d'invasion de Kiev par les forces russes. Pour y parvenir, l'administration ukrainienne a fait le choix de centraliser l'ensemble des données sensibles à partir de 2014, suite à l'annexion de la Crimée et de la région du Donbass par la Russie. Vous savez que c'est les éléments moteurs dans ce conflit. Alors, on pensait au début, moi-même, je pensais au début que on allait récupérer la Crimée, le Donbass, aller jusqu'à Sébastopol. Vous savez que Sébastopol, c'est, en termes géostratégiques, le port le plus puissant pour la navale, l'armée de mer, j'en perds mes mots, russe. En tout cas, Sébastopol, c'est un des plus grands ports. Ça a toujours été un point de contrôle et c'est un élément extrêmement stratégique. Là, visiblement, Poutine a décidé d'envahir l'ensemble du pays. Hein, donc là, on n'est plus sur la même donne, pardon, en termes géostratégiques. Et en effet, voilà. Si c'était uniquement le Donbass ou la Crimée, on aurait pu fermer les yeux. Il y a eu des précédents, je vous rappellerai, la Géorgie. Mais là, c'est l'ensemble de l'invasion du pays. Donc, voilà, encore une fois, comme disait une comique française, c'est comme si l'Allemagne décidait d'envahir l'Alsace et la Lorraine et ne laissait pas le choix à la France. On peut comprendre. Hein, je pense que on voudrait récupérer l'Alsace et la Lorraine. Mais en même temps, je rappellerai que le jour où l'Alaska ou le Canada voudraient passer sous influence russe, les Américains feraient de même. Ils envahiraient l'Alaska et le Canada. Donc voilà, n'ayez jamais cette vision manichéenne. Hein. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Poutine, on peut comprendre, hein, en termes de défense, que le fait que l'OTAN se rapproche de plus en plus, surtout en termes de missiles balistiques nucléaires, on peut comprendre qu'il est les fois. Hein. Voilà. Donc le pays manque en revanche de forces militaires formées sur le sujet de la cyberdéfense. Je vous ai dit que le gouvernement ukrainien est en train de faire appel à des acteurs privés du monde de la sécurité. Vous pouvez vous enrôler vous-même en tant que défenseur ou cybercriminel du pays dans la lutte contre les attaquants russes. Ok, ce sera le meilleur CTF que vous pourrez faire. Par contre, préparez-vous à boire du café Novichok par le goût. Mais bon, ça c'est un autre problème. Est-ce que vous êtes prêt à vous frotter à la Russie Voilà, sachant que vous allez passer par des proxys et des VPN. À vous de voir. Mais en ce moment, c'est le meilleur CTF qu'on puisse faire. Donc une mesure désespérée qui tente de pallier le manque de forces militaires dédiées à la cyberdéfense. Hein. Le gouvernement souhaitait mettre en place une force de ce type dans le courant de l'année. Pas de chance, hein, il s'est retrouvé pris de court par les manœuvres militaires russes. Donc je terminerai par là, je terminerai l'article. La prochaine vidéo, on va étudier toute la kill chain, hein, c'est-à-dire cet enchaînement de cyberattaques, comprendre les vecteurs d'attaque, comment les malwares se sont propagés depuis 8 ans au sein de l'Ukraine. Et c'est vrai, honnêtement, j'ai de la peine, parce que ça doit pas être facile pour l'Ukraine non plus. Voilà. Donc l'Ukraine a également demandé le soutien de l'Union européenne pour pallier son manque de ressources en matière de cyberdéfense et doit recevoir l'aide d'une équipe de réponse à incident, donc Incident Response, ou un CERT européen. Donc voilà, et je pense que les agences de renseignement, vous inquiétez pas, sont en train d'aider l'Ukraine, puisque c'est le monde libre. 3 petits points, fermez les guillemets. Ciao, ciao.